l'activité précédente, nous avons vu qu'on pouvait approcher l'aire sous la courbe d'une fonction positive par une somme infinie d'aires de rectangles, voire de trapèzes, ce que l'on sait calculer facilement. Nous avons vu au moins deux méthodes des rectangles, celle à gauche et celle à droite. Cela nous donne en fait deux suites, et on peut montrer, pas en terminal S dans le cas général, mais éventuellement lorsque f est positive et bien sûr continue, on peut montrer que ces suites convergent vers un même réel, qui est l'aire sous la courbe, et que l'on appellera l'intégrale. On appelle les termes de ces deux suites des sommes de Riemann associées à la fonction, du nom du grand mathématicien Bernhard Riemann du XIXe siècle, que nous avons déjà rencontré au détour du théorème de réarrangement de Riemann. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, voir sur mon site. Nous avons vu également qu'il existe d'autres méthodes plus efficaces, comme la méthode de Simpson, qui consiste à remplacer la courbe par une somme infinie d'aires sous des morceaux de parabole. Mais cela suppose que l'on sait calculer l'aire sous une parabole, ce qui n'est pas si évident sans avoir bien défini ce qu'est une intégrale et avoir fait le lien entre cette notion et la notion de dérivation. C'est pourquoi nous allons le faire dans ce chapitre le plus rigoureusement possible. Savoir calculer l'aire sous une courbe, ou plutôt calculer un volume, est un sujet qui intéresse depuis toujours les mathématiciens. Il y a des millénaires que les calculs d'aire et de volume sont au centre des préoccupations quotidiennes de ceux qui gouvernent et des scientifiques qui s'en occupent. En Mésopotamie, en Égypte, en Asie, on a recensé très tôt des traces de techniques de calcul pour déterminer le volume d'objets de la vie courante. En Mésopotamie, on trouve par exemple l'évaluation du volume d'un canal, vers 2000 avant Jésus-Christ. En Égypte, dans le papyrus de Rhind, on a retrouvé des calculs de volume de silos à grains. Ce papyrus contient 87 problèmes d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et d'arpentage. Tous les problèmes sont résolus et il fait plus de 5 mètres de longueur et 32 cm de large. Voici un des problèmes proposés qui consiste en fait à calculer le volume d'un cylindre de révolution de diamètre 9 et de hauteur 10. Nous, on sait bien évidemment faire, ce qui nous donnera la formule pi sur 4 d au carré h, mais eux utilisaient la formule 64 sur 81 d au carré h. Si on calcule l'erreur commise, ça nous donne une erreur d'environ 0,6%, ce qui est incroyable pour l'époque. Quelques siècles plus tard, c'est Archimède qui s'intéressera au calcul du volume d'un tonneau, et bien plus tard, c'est Kepler, que vous avez peut-être rencontré en physique, qui publie en 1615 un traité qui parle justement des tonneaux de vin, et il y développe dedans une théorie précise pour calculer le volume d'un tonneau en fonction de sa forme. L'anecdote qui vient est amusante. D'après ce qu'il dit, il aurait élaboré ce livre suite à son second mariage, parce que la méthode de mesure des tonneaux utilisée par son vendeur de vin ne prenait pas en compte les différentes formes de ces tonneaux, et pour lui, ça manquait sérieusement de précision. En tant que mathématicien, il fut bien évidemment révolté et il écrivit ce livre 2 ans plus tard. Ensuite, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, grâce aux travaux sur le calcul différentiel et intégral dans les siècles qui ont suivi, notamment par Leibniz, Newton, Riemann et Lebesgue un peu plus tard, on peut aujourd'hui calculer le volume exact d'un tonneau selon sa forme, même si sa forme est compliquée, ce qui est un problème complexe. Il faut bien se rendre compte que ce type de problème qui est très courant dans la société n'a eu des réponses claires et précises qu'il y a en fait très peu de temps. Évidemment, le lien est fort entre l'aire sous une courbe et le volume d'un solide de révolution. Par exemple, ici, avec un cône de révolution, on peut considérer que ce cône est une somme infinie de disques, et il s'agira donc de savoir calculer une intégrale. Nous y reviendrons en fin de chapitre. Commençons par reprendre le cas où une fonction est continue et positive sur un intervalle fermé borné, AB. On appellera l'intégrale de la fonction f sur cet intervalle l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, située aussi entre les droites d'équation x égale a et x égale b, et tout ça en unité d'aire bien sûr, puisqu'ici, rien ne nous oblige à avoir un repère orthonormé. Orthogonal, oui, pour pouvoir calculer des aires de rectangle, comme on l'a fait aux activités précédentes, mais avoir la même unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées n'est absolument pas obligatoire. Simplement, quand on calculera l'aire, on aura une aire en unité d'aire, c'est-à-dire en aire de rectangle d'unité 1 en abscisse et d'unité 1 en ordonnée. Première remarque, on a déjà vu que ce symbole était en fait un S allongé, je vous renvoie à la vidéo précédente, et que ça se lit intégrale de a à b de f de x dx,
dx signifiant la largeur des rectangles sur l'axe des abscisses. A et B, on appelle ça les bornes d'intégration, et dans notre notation, x est une variable d'intégration, c'est-à-dire qu'on peut bien évidemment remplacer ce x par une autre lettre, à condition que si on écrit par exemple f de t, il faudra mettre dt, puisque cette somme infinie d'aires de rectangle doit avoir un sens concret. Si on a dt en bas, c'est-à-dire une petite variation de t sur l'axe des abscisses, eh bien on aura f de t. Dans cet exemple, l'intégrale de a à b de k exponentielle de moins x dx, le dx nous indique que la variable c'est x. Donc on considérera la lettre k comme un réel et non pas comme une variable. Avec la définition qu'on a prise, l'intégrale de a à a de f de x dx, ça fait bien évidemment 0 puisque c'est l'aire sous une courbe en partant de a et en restant en a. Premier exemple, l'intégrale de a à b d'une fonction constante, ici k, ça va être égal à k fois b moins a, puisque c'est l'aire d'un rectangle. Autre exemple, si on prend la fonction f de x égale racine de 1 moins x carré sur 0,1, on peut essayer de calculer ça. Première chose à faire, c'est bien évidemment tracer la courbe, regarder à quoi ça correspond. On se rend vite compte que ça correspond à la courbe d'un arc de cercle, et ça peut se démontrer facilement. Il suffit d'appeler x la distance OM, le rayon c'est 1, et donc avec le théorème de Pythagore, la distance entre M et le point sur le cercle sera égale à racine de 1 moins x carré, à condition bien sûr encore une fois que x soit entre 0 et 1. Nous on sait calculer l'aire d'un disque entier, c'est pi fois r au carré, avec le rayon qui fait 1 ici, donc l'aire du disque c'est pi, et comme on a un quart de disque, ben ça fait pi sur 4. Voilà un exemple où on a pu calculer sans développer de théorie bien compliquée, et à la calculatrice on obtient une valeur approchée du coup de pi sur 4, ce qui veut dire que si on ne connaissait pas de valeur approchée de pi, on pourrait multiplier cette valeur approchée par 4 et avoir une valeur approchée de pi. Maintenant, on va voir qu'il y a un lien extrêmement puissant entre la notion d'intégrale que l'on vient de créer, toujours pour une fonction continue et positive, et la notion de dérivation. Ce qu'on va voir dans cette propriété, c'est que la fonction grand F qu'on définit par f de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt, on va montrer que cette fonction elle est dérivable et que sa dérivée, c'est la fonction petit f. Tentons d'y voir plus clair et revenons sur l'aire sous une courbe, par exemple celle-ci, et rappelons-nous que donc on calcule la somme d'aires de rectangle. Ici j'en ai pas mis beaucoup pour qu'on voit bien ce qui se passe. J'ai donc fixé A et je calcule l'aire sous la courbe jusqu'à une valeur x. Donc je calcule l'intégrale de A à x de f de t dt. Je ne peux pas mettre f de x dx, puisque x c'est ma variable que je fais varier sur l'axe des abscisses. Plus je fais avancer ce x, et plus mon aire sous la courbe augmente. Donc déjà intuitivement je vais avoir une fonction grand F qui sera croissante. Si on enlève les dt et qu'on augmente le nombre de rectangles, voilà ce que ça donne. Pour être bien clair, j'insiste, ça veut dire qu'on fait varier x et qu'à chaque valeur de x, j'associe l'aire sous la courbe et au fur et à mesure, ça me permet de construire une fonction grand F. Et donc ce qu'on va montrer, c'est que cette fonction grand F, sa dérivée, c'est petit f. Ce qui est quand même hallucinant. Ça veut dire qu'en fait, on a trouvé un moyen pour revenir en quelque sorte en arrière, c'est-à-dire qu'on a une fonction petit f, on va pouvoir trouver une fonction grand F qui, quand je la dérive, va retomber sur petit f. C'est ce qu'on appelle une primitive de la fonction petit f. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il y a un lien auquel on ne pouvait pas s'attendre entre la notion de dérivation et la notion d'intégration. C'est ça qui fait la force de la théorie de l'intégration en fait. Alors on va démontrer ce théorème dans le cas où on est sur une fonction croissante sur un intervalle fermé borné. Ce sera admis dans le cas général, c'est quand même un peu plus technique. Je vous laisse chercher l'exercice et mettre sur pause, et on passe ensuite à la correction. Dans un premier temps, pour montrer que grand f de x plus h moins grand f de x est égal à l'intégrale entre x et x plus h, il suffit de revenir à la définition. Grand f de x plus h, c'est l'intégrale entre a et x plus h, et grand f de x, c'est l'intégrale entre a et x. Et comme pour l'instant nos intégrales ce sont des aires sous des courbes, mais en fait on fait une soustraction d'aires, et alors cette soustraction ça va faire l'aire sous la courbe entre x et x plus h. Autrement dit l'intégrale entre x et x plus h de f de t dt. Ensuite on peut chercher à encadrer cette aire par l'aire de deux rectangles de largeur petit h sur l'axe des abscisses, c'est l'écart qu'il y a entre x et x plus h, et de longueur f de x et f de x plus h, comme c'est fait sur le dessin.
Finalement, c'est un morceau de la méthode des rectangles à gauche et un morceau de la méthode des rectangles à droite sur une fonction qui est positive et croissante. Et donc on obtient l'encadrement suivant, h fois f de x, qui est l'aire du rectangle inférieur, est inférieur à l'aire sous la courbe, qui elle-même est inférieure à h fois f de x plus h, qui est l'aire du rectangle supérieur. En remplaçant l'intégrale de x à x plus h de f de t dt, par ce qu'on a obtenu à la question 1, on obtient h fois f de x inférieur à f de x plus h moins f de x inférieur à h fois f de x plus h. Et comme h est positif ici, on peut diviser par h toutes les inégalités et on obtient un encadrement de grand f de x plus h moins grand f de x sur h. C'est donc entre f de x et f de x plus h. Et là, on n'a qu'une envie, c'est imaginer ce qui se passe quand h tend vers 0. Intuitivement, f de x plus h va tendre vers f de x. Mais ça, c'est parce que f est continu qu'on peut le faire. Si on n'était pas sur une fonction continue, on ne pourrait pas dire que f de x plus h tend vers f de x. Et il suffit après d'utiliser le théorème des gendarmes pour en déduire que grand f de x plus h moins grand f de x sur h tend vers f de x. Autrement dit, puisque ce qu'on a montré, ça marche pour n'importe quelle valeur de x entre a et b, eh bien on a démontré que grand f est dérivable et que sa dérivée, c'est petit f. Si on prend un peu de recul sur ce qu'on vient de faire, ça veut dire qu'on a trouvé un moyen de trouver toujours une primitive d'une fonction qui est continue et positive. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on connaît une expression claire et nette de cette fonction. Mais en tout cas, on a une notation maintenant. Si on cherche une primitive d'une fonction, petit f, eh bien, il suffira de l'appeler grand f de x, et ce sera l'intégrale entre a et x de petit f de t dt. Maintenant qu'on voit qu'il y a un lien fort entre primitive et intégration, on peut commencer à se poser une question légitime. Est-ce que toutes fonctions continues, c'est-à-dire les fonctions qu'on manipule cette année, est-ce qu'elles ont toutes des primitives sur un intervalle? Il s'avère que oui. Là aussi, ça peut se démontrer dans le cas d'un intervalle fermé borné AB, en admettant que la fonction possède un minimum sur cet intervalle, et dans le cas général, c'est plus complexe. Je vous laisse mettre sur pause et faire l'exercice, et on corrige tout de suite après. Alors, on a posé g de x égale f de x moins m. On va donc démontrer que cette fonction g, elle est continue. Ça, c'est pas compliqué. C'est une différence de deux fonctions continues sur un intervalle, donc g est continu. Et comme f admet un minimum, ça veut dire que f de x est plus grand que m. Autrement dit, g de x est supérieur à 0. On a donc une fonction petit g qui est continue et positive sur l'intervalle AB. Ensuite, on a posé grand g de x est égal à l'intégrale de a à x de g de t dt. Ça, d'après la propriété précédente, on sait que c'est une fonction dérivable et que sa dérivée c'est petit g. La fonction grand f qu'on a définie, comme grand g de x plus m fois x, c'est une fonction dérivable comme somme de deux fonctions dérivables, et si on dérive, ça nous donne donc petit g de x plus m, et ça c'est justement f de x. Donc, grand f' égale petit f, ce qui veut dire que grand f c'est une primitive de petit f. On a donc montré que toute fonction continue sur un intervalle fermé borné, à partir du moment où cette fonction possède un minimum sur cet intervalle, admettait une primitive. C'est un théorème très important, mais qui là aussi ne nous apporte pas grand-chose. On saura effectivement que toute fonction continue admet des primitives, mais ça ne nous dit pas comment les trouver, ou comment avoir une expression claire de ces primitives. Alors, premier exemple, des primitives, on peut en trouver plein, on en connaît plein d'après le cours sur la dérivation. Par exemple, si on prend la fonction inverse, une de ces primitives, sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est évidemment la fonction logarithme népérien, puisque la dérivée de la fonction logarithme, c'est la fonction inverse. De même, une primitive de la fonction qui à x associe 4x au cube, c'est la fonction qui à x associe x exposant 4, puisque la dérivée de x exposant 4, c'est 4x au cube. Et enfin, le cas général, une primitive de la fonction puissance x exposant n, imaginons déjà que n est positif, ça va être une puissance d'exposant n plus 1, pour que quand je dérive, je retombe sur une puissance d'exposant n, mais si je dérive x exposant n plus 1, je vais avoir n plus 1 x exposant n. Et moi, je ne veux pas de n plus 1 devant. Voilà pourquoi on rajoute un coefficient devant, 1 sur n plus 1. Cette formule, il faut la connaître. Par exemple, si je vous dis quelle est une primitive de la fonction qui à x associe x exposant 6, il faut savoir me dire que c'est 1/7 de x exposant 7. Et cette formule, elle marche même si n est négatif, à condition que n soit différent de moins 1, puisque sinon on ne pourra pas appliquer notre coefficient 1 sur n plus 1. Mais si n égale à moins 1,
Ça veut dire que la fonction x exposant n, c'est la fonction inverse. Et on vient de dire au-dessus qu'une primitive de la fonction inverse, on savait faire, c'est la fonction logarithme népérien. Autrement dit, toutes les fonctions puissance, x exposant n, admettent une primitive qui est une fonction puissance également, sauf dans le cas où n égale moins 1. Dans les exemples qu'on vient de voir, on pourrait très bien rajouter des constantes à nos primitives. Par exemple, une primitive de 4x au cube, j'ai dit que c'était x exposant 4, mais je peux très bien rajouter, par exemple, plus 7. Parce que la dérivée de 7, c'est 0. Donc je peux rajouter n'importe quelle constante dans ma primitive, ça restera une primitive. Alors ça, bien sûr, ça se démontre. Il suffit d'imaginer qu'on a deux primitives grand F et grand G, de poser grand D la différence. C'est une somme ou une différence de deux fonctions dérivables, donc c'est dérivable. Et quand on dérive, on arrive à montrer que cette dérivée, c'est la fonction nulle, qui vaut toujours 0. Autrement dit, si D' égale 0, ça veut dire que la fonction D, c'est une fonction constante. Et donc on arrive au résultat. Donc deux primitives sont toujours séparées par un réel. Restons sur une fonction continue et positive, toujours sur un intervalle fermé AB. On va maintenant faire le lien entre notre R sous la courbe, l'intégrale entre A et B de f de x dx, et cette notion de primitive. On va montrer que ça fait grand F de B moins grand F de A. Autrement dit, on va démontrer que quand on veut calculer l'aire sous une courbe, il suffit d'avoir une primitive grand F et de faire une soustraction. On ne peut pas trouver plus efficace. Et comme on se rend bien compte qu'ici, le premier objectif c'est de trouver une primitive grand F, en général on adopte la notation suivante. On met une primitive grand F de x entre crochets, en rappelant les bornes d'intégration A et B à droite, et ça veut dire pour nous grand F de B moins grand F de A. Alors démontrons cette propriété. On a petit f une fonction continue et positive sur AB, donc la fonction grand G qu'on définit par l'intégrale de AX de f de t dt, c'est une primitive de petit f. Ça c'est ce qu'on a vu à une propriété précédente. Et si je prends x qui vaut petit a, j'aurai l'intégrale de a à a de f de t dt. Et ça on sait que ça fait 0. Donc ma fonction grand G, elle s'annule en petit a. Maintenant, prenons une primitive grand F de petit f. On sait donc qu'il y a un écart entre grand F et grand G, et que cet écart, c'est un réel qu'on appelle petit k. On a donc G de x égale grand F de x plus k. Si je prends x qui vaut a, on a donc G de a égale f de a plus k. Et donc finalement, avec les deux égalités encadrées, on a k qui vaut moins grand F de a. Et on obtient donc grand G de x qui était à la grand F de x moins grand F de a. Prenons maintenant x égale b, et on obtient grand G de B égale grand F de B moins grand F de A, autrement dit ce qu'on voulait démontrer. Il est presque sidérant d'arriver à une formule aussi simple. On cherche à calculer l'aire sous une courbe, et en fait c'est une différence très simple à partir du moment où on connaît une primitive. Par exemple, l'intégrale entre A et B de 3 plus x dx, 3 plus x c'est une fonction affine, donc on pourrait très bien calculer cette intégrale en calculant l'aire d'un triangle rectangle, mais on va utiliser la formule. Donc on cherche d'abord une primitive de 3 plus x, une primitive de 3 c'est 3x, et une primitive de x c'est 1 demi de x carré. Donc on applique cette formule entre a et b, on fait cette primitive en b moins cette primitive en a, et on finit le calcul pour obtenir 1 demi de b moins a facteur de b plus a plus 6. De la même manière, l'intégrale entre a et b de moins 2 exponentielle de x plus 4, il faut trouver une primitive. Ce sera moins 2 exponentielle de x plus 4x, puisque la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, et une primitive de 4 c'est 4x. Et pareil, on fait la primitive en b moins la primitive en a, on finit le calcul et on obtient le résultat suivant. Maintenant qu'on a vu que pour une fonction qui était continue et positive, on avait l'intégrale qui était égale à grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive, ce qu'on aimerait maintenant, c'est étendre ce que l'on a fait sur une fonction positive à une fonction qui ne l'est pas. À ce moment, on va perdre la notion d'aire sous la courbe qu'on a utilisée au début de ce chapitre, mais on veut au moins garder cette formule qui marche bien pour une fonction qui est positive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir envie de poser ça comme définition pour une fonction qui est juste continue et pas nécessairement positive. Mais avant de faire ça, il faut vérifier que la différence grand F de B moins grand F de A, elle ne va pas dépendre de l'éventuelle primitive que je vais choisir. Et ça, c'est très facile à démontrer, il suffit de prendre deux primitives, ce sont les mêmes à un nombre près, qu'on appelle K,
Et en faisant grand f de b moins grand f de a et grand g de b moins grand g de a, on va obtenir les mêmes résultats. Donc la différence ne dépend pas de la primitive que je choisis. Et heureusement, sinon on aurait des intégrales qui ne valent pas toujours la même valeur. Maintenant que ça c'est posé, on va très facilement montrer que l'intégrale de a à a c'est 0, comme pour une fonction positive. Il suffit d'appliquer la formule, grand f de a moins grand f de a, ça fait 0. Et pareil, l'intégrale de b à a, qui là n'a pas vraiment de sens d'un point de vue d'air, puisque a est plus petit que b, et là on commencerait à b, eh bien on peut montrer avec cette formule que ça va faire l'opposé de l'intégrale de a à b. On va alors vouloir démontrer que l'intégrale de a à x de f de t dt, cette fonction grand f de x, c'est une primitive de petit f, encore une fois dans le cas où petit f n'est pas une fonction nécessairement positive. Et ça se démontre très facilement. Si on prend grand G une primitive de petit f, on sait que grand G de x c'est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt, plus une constante, et on montre, comme on l'a déjà fait dans ce chapitre, très facilement que cette constante, ça ne peut être que grand G de a. Et alors on a la différence, grand G de x moins grand G de a, qui est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est-à-dire à grand f de x ici. Mais comme g est dérivable, et que sa dérivée c'est petit f, alors par différence de deux fonctions, grand f sera dérivable, et sa dérivée ce sera grand g' moins 0, c'est-à-dire petit f moins 0, c'est-à-dire petit f. Et si on a une fonction qui cette fois est négative, d'un point de vue graphique, on aurait envie de dire que c'est l'air qu'il y a au-dessus de la courbe. Et alors on va montrer que l'intégrale de a à b de f de t dt, ça va être l'opposé de l'intégrale de a à b de g de t dt, c'est-à-dire de l'air sous la courbe, symétrique de la courbe CF par rapport à l'axe des abscisses. Autrement dit, l'intégrale d'une fonction négative, ce sera un nombre négatif, ce sera l'opposé de l'air sous une courbe. Mais oui, c'est clair. Le nerf de la guerre, vous l'avez compris, c'est de savoir calculer des primitives. Si on a une primitive, on peut calculer une intégrale facilement. Alors commençons par énumérer 5 types de fonctions qu'on connaît très bien puisqu'on connaît leur dérivée, donc on peut en quelque sorte revenir en arrière. Si on a une fonction constante de la forme f de x égale k, une primitive ça va être une fonction du type kx. Si on a une fonction puissance, on a déjà vu que ce sera 1 sur n plus 1 x exposant n plus 1. Ça c'est vrai si n est un entier relatif différent de moins 1. Si n vaut moins 1, ça veut dire qu'on sera de la forme 1 sur x et on va en reparler juste en dessous. Ensuite, je sais que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, une primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x. Pour l'exponentielle, c'est facile, c'est elle-même. Et une primitive de la fonction inverse, c'est la fonction logarithme népérien de valeur absolue de x. Ça se montre par disjonction de cas. Premier cas, si x est strictement positif, ça veut dire que g de x sera égal à logarithme de x, et sa dérivée c'est 1 sur x. Et si x est strictement négatif, ça veut dire que g de x est égal au logarithme de moins x, puisque la valeur absolue de x, ce sera moins x, puisque x est négatif. Et alors la dérivée, ce sera moins 1 sur moins x, et ça va être 1 sur x. Plus intéressant, faisons le point sur les fonctions que l'on sait dériver et que l'on sait primitiver. On sait que la dérivée d'une fonction du type 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et donc, si j'ai une fonction du type u' sur u carré, autrement dit, si j'ai une fonction avec la dérivée au numérateur et la fonction au carré au dénominateur, eh bien une primitive, ce sera moins 1 sur u, à condition bien sûr que u ne s'annule pas sur i. Une primitive de u' exposant n, on sait que ça va être 1 sur n plus 1 u exposant n plus 1. Pour s'en convaincre, on peut dériver cette fonction. La dérivée de u exposant n plus 1, ça va être u' fois n plus 1 fois u exposant n. C'est la dérivée d'une fonction composée. Et donc en rajoutant un coefficient devant, 1 sur n plus 1, le n plus 1 va disparaître et donc il va nous rester u' u exposant n. Cette formule elle est très intéressante parce que ça veut dire que si on a une fonction de la forme sa dérivée fois la fonction exposant n, on pourra trouver une primitive, ce sera une fonction puissance.
Cette formule, elle est vraie dans le cas où n, toujours pareil, n'est pas égal à moins 1, puisque sinon notre coefficient 1 sur n plus 1 n'a aucun sens. Et si n est strictement négatif, vu qu'on aura une puissance négative, c'est-à-dire en fait un quotient avec la fonction u au dénominateur, bien évidemment il faut que u ne s'annule pas sur i. De la même manière, on sait que la dérivée de la fonction racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Donc, une primitive de u' sur racine de u, ça va être 2 racine de u. À condition que u soit strictement positif sur l'intervalle où je suis. Très facile, la fonction u' exponentielle de u, une primitive c'est exponentielle de u. Aucune condition à avoir sur u, puisque la fonction exponentielle est définie sur les réels. Et enfin, une primitive de u' sur u, ça va être le logarithme népérien de valeur absolue de u, à condition que u ne s'annule pas sur l'intervalle i. Un exemple valant bien mieux qu'un long discours, regardons une primitive de 3 fois 3x plus 2 exposant 5. Cette fonction, elle est de la forme u', u exposant 5. Donc, d'après notre cours, une primitive, ce sera de la forme 1 sur 5 plus 1 fois u exposant 5 plus 1, c'est-à-dire 1/6 de u exposant 6. C'est vraiment pas évident au début, dériver on sait bien faire, mais là il faut imaginer qu'on revient en quelque sorte en arrière, on cherche une primitive. Mais avec de l'habitude, vous verrez que ça viendra. De la même manière, une primitive de moins 2x exponentielle de x carré plus 4, qui est de la forme moins u' exponentielle de u, eh bien ça va être moins exponentielle de u. Une primitive de 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1, qui est de la forme u' sur u, ça va être logarithme de valeur absolue de u, mais comme ici la fonction u elle est strictement positive sur R, on peut enlever la valeur absolue. Et enfin, si on cherche une primitive d'une différence de deux fonctions, il va suffire de prendre une primitive de chaque fonction et d'en faire une différence. 3 sur 3x plus 2 au carré, qui est de la forme u' sur u carré, va avoir une primitive de la forme moins 1 sur u, c'est-à-dire moins 1 sur 3x plus 2, et une primitive de 2x exponentielle de x carré plus 2, qui est de la forme u' exponentielle de u, ça va être exponentielle de u. Et donc on arrive à une primitive. Je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, à faire le cheminement inverse, à dériver le résultat que vous avez obtenu pour vérifier que vous obtenez bien la fonction de départ. Vous verrez qu'en faisant ça, au fur et à mesure, votre cerveau va s'habituer à chercher des primitives. On vient de voir des exemples où on peut trouver des primitives, puisque c'est des fonctions qu'on a déjà vues dans le chapitre dérivation. Mais soyons bien clairs, il existe des fonctions pour lesquelles on ne peut pas trouver une formule explicite, c'est-à-dire qui utilisent les fonctions qu'on a déjà vues précédemment, avec des additions, des multiplications, des soustractions, des compositions, etc. Et même la plupart des fonctions, on ne sait pas trouver une primitive. Par exemple, la fonction exponentielle de moins x carré, dont on va reparler sur les chapitres de probabilité et de statistique, cette fonction-là, on ne sait pas trouver une primitive. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si on veut une primitive, on va dire que c'est l'intégrale de a à x de f de t dt, et on peut dire que cette primitive, elle s'annule en a. Mais on ne peut rien dire de plus. Par contre, on sait faire des calculs approchés d'intégrales et trouver de très bonnes valeurs approchées de ce qu'on cherche à calculer. Les moyens informatiques nous ont permis, avec les calculs rapides, d'avoir une très bonne précision et de se passer finalement de ces formules explicites qu'on aimerait bien avoir, mais qu'on ne pourrait pas avoir pour toutes les fonctions. Il faudrait avoir des milliards de fonctions, voire une infinité. Sinon, ça voudrait dire qu'on a des fonctions de base qui pourraient engendrer toutes les autres fonctions, ce qui serait un beau projet mathématique. Imaginons maintenant qu'on a un nombre fois une fonction et qu'on cherche à calculer l'intégrale de ce nombre fois la fonction. Donc l'intégrale de a à b de lambda f de t dt, je cherche une primitive de lambda f, ça va être lambda grand F, je l'applique entre petit a et petit b, les bornes d'intégration, et j'obtiens, en factorisant par lambda, lambda facteur de f de b moins f de a. Sauf que ça fait lambda fois l'intégrale de a à b de f de t dt. Autrement dit, on a une formule qu'on appelle la linéarité de l'intégrale, qui nous permet en quelque sorte de sortir un nombre d'une intégrale. De la même manière, on pourrait montrer que l'intégrale de a à b d'une somme de fonctions, ça va être la somme des intégrales. On a aussi ce qu'on appelle une relation de Chasles.
un peu comme en géométrie vectorielle. L'intégrale de a à c de f de t dt, ça va être l'intégrale de a à b plus l'intégrale de b à c. Autrement dit, je peux couper l'intégrale de a à c en passant par b. Et ça, c'est très facile à démontrer, rien qu'avec la définition qu'on a posée tout à l'heure, puisque grand f de c moins grand f de a, ça fait grand f de b moins grand f de a plus grand f de c moins grand f de b, et on obtient le résultat final. Si on a une fonction qui est positive, nous on sait depuis le début de ce chapitre que son intégrale va être positive, puisque c'est une aire sous une courbe. C'est ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale. Et si on a une fonction qui est inférieure à une autre, quand je vais regarder les intégrales, si ces deux fonctions sont positives, intuitivement on va avoir l'aire qui est sous la courbe de f qui va être inférieure à l'aire qui est sous la courbe de g, mais si je n'ai pas des fonctions qui sont positives, on peut réfléchir au résultat qu'on va obtenir. Eh bien ça se démontre, il suffit de poser petit h de x qui est égal à g de x moins f de x. Cette fonction, d'après ce qu'on suppose, elle est positive, donc d'après la positivité de l'intégrale est positive, sauf que l'intégrale de a à b de h de t dt, c'est l'intégrale d'une différence de fonction, petit g et petit f, et ça, nous, on sait, d'après la propriété précédente, que ça fait l'intégrale de a à b de g moins l'intégrale de a à b de f. Ça, c'est positif, et donc, on arrive au résultat, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f est inférieure à l'intégrale de a à b de g. Propriété très intéressante pour montrer des inégalités entre intégrales. Il suffit de montrer une inégalité entre deux fonctions au départ pour avoir la même inégalité entre les intégrales. Définissons maintenant ce qu'est la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. Finalement, au début de ce chapitre, on avait dit que l'intégrale de a à b de la fonction f, c'était une somme infinie, qu'on parcourait l'axe des abscisses entre a et b et qu'on traçait une infinité de rectangles. Eh bien, la valeur de cette intégrale, si on veut obtenir une valeur moyenne, on va avoir envie de la diviser par la longueur de l'intervalle sur lequel on était, c'est-à-dire b moins a. Et graphiquement, si on a une fonction positive, ça va vouloir dire qu'en fait, on cherche le réel, petit k, tel qu'on aura un rectangle de dimension b moins a sur l'axe des abscisses et petit k sur l'axe des ordonnées, et ce rectangle, on veut qu'il soit de même aire que l'intégrale, c'est-à-dire l'aire sous la courbe. En effet, si on revient à la définition, la valeur moyenne c'est 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de t dt. Si ce nombre-là on l'appelle petit k, par un produit en croix, ça veut dire que k fois b moins a, ça fait l'intégrale. Et k fois b moins a, c'est l'aire d'un rectangle. Parfois, on ne saura pas calculer cette valeur moyenne, si on ne sait pas calculer l'intégrale de départ. Donc ce qu'on va chercher à faire parfois, c'est à encadrer cette valeur moyenne. Et pour encadrer la valeur moyenne, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer d'encadrer la fonction de départ, la fonction petit f. Alors si on est dans un cas où on sait, où on a démontré que la fonction petit f, elle est comprise entre petit m et grand m, par exemple son minimum et son maximum, alors on va pouvoir démontrer que l'intégrale de a à b de la fonction f, elle est comprise dans le rectangle qui a pour hauteur petit m et le rectangle qui a pour hauteur grand M. C'est très facile à démontrer, il suffit d'utiliser la conservation de l'ordre. En partant du fait que f de x est compris entre petit m et grand M, on passe aux intégrales, on va obtenir les inégalités suivantes, et après il suffit de finir le calcul avec les formules qu'on a vues dans ce chapitre. Pour terminer, voici une application très intéressante de l'intégration, qu'on a introduit avec des calculs d'aire. On peut extrapoler et s'en servir pour calculer des volumes, ce qui est certainement encore plus utile. Prenons le cas d'un solide de révolution. Dans un repère orthogonal de l'espace, on peut tracer la courbe représentative d'une fonction dans l'un des plans formés par le repère, et en tournant la surface plane située sous la courbe, on va créer un solide de révolution. Chaque point qui est sur la courbe de la fonction décrit donc un cercle en tournant. Par conséquent, on peut calculer l'aire de chacun de ces cercles avec la formule pi fois le rayon au carré, avec ici le rayon qui vaut f de x. Il suffit de faire cela pour l'infinité de points qui sont sur la courbe, ce qui revient à faire une somme infinie, donc une intégrale. Et on obtient alors la formule suivante. Bien sûr, calculer cette intégrale ne sera pas souvent possible, mais on peut toujours en trouver une valeur approchée,
notamment avec les méthodes des rectangles, des trapèzes ou de Simpson, qui ont été vues dans l'activité d'introduction. Observons quelques solides de révolution que l'on peut créer avec différentes fonctions. Au revoir.